Hendrik trébucha sur le trottoir, la voix de son père résonnant encore dans ses oreilles. « Si tu franchis cette porte, ne reviens plus jamais. » Le poids de ces mots pesait sur sa poitrine comme un rocher. Le vent de novembre transperçait son sweat à capuche, mordant sa peau, mais rien ne le piquait plus que le regard de sa mère, froid, distant, comme s'il était déjà un étranger. Elle se tenait derrière son père, les bras croisés, les lèvres pincées, refusant de croiser son regard. Son père, Douglas Carter, se tenait dans l'embrasure de la porte, ses traits anguleux sculptés par la fureur. Cet homme avait toujours été imposant, avec ses larges épaules et sa voix grave et autoritaire, le genre de personne qui n'accueillait jamais les disputes, seulement l'obéissance. Hendrik avait passé toute son enfance à essayer de gagner son approbation, mais ce soir, il réalisait qu'il ne l'avait jamais vraiment obtenue. « C'est ta dernière chance, Hendrik, » continua Douglas, sa voix aussi froide que l'air de la nuit. « Prends l'argent et fais l'idiot, mais ne reviens pas en rampant après avoir échoué. » Hendrik baissa les yeux sur le billet de $100 tout neuf que son père lui avait fourré dans les mains, la seule chose qu'ils étaient prêts à lui donner après 20 ans sous leur toit. $100 pour repartir à zéro. $100 pour poursuivre un rêve qu'il croyait sans valeur. Il ravala la boule dans sa gorge et releva le menton. « Je n'échouerai pas, » dit-il en fourrant le billet dans sa poche. Son père ricana. « Tu n'es qu'un garçon têtu et ingrat. » Sa mère, Vanessa Carter, restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. « Écoute ton père, ma puce. L'art ne te nourrira pas, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, » dit-elle d'une voix plus douce que celle de Douglas, mais tout aussi dédaigneuse. Hendrik serra les dents. « Ce qui est le mieux pour moi, » répéta-t-il. « Ce qui est le mieux pour moi, c'est de faire ce que j'aime. » Mais ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Tu veux juste que je sois ta marionnette, un médecin dont tu pourras te vanter à dîner. Vanessa soupira lourdement en se massant les tempes. Hendrik, on a trop sacrifié pour que tu gâches ta vie comme ça. La médecine est une carrière stable. Tu penses qu'on fait ça parce qu'on te déteste. Non, tu fais ça parce que tu ne crois pas en moi, rétorqua Hendrik. Douglas secoua la tête. Ça suffit, je ne discuterai pas avec un garçon stupide. Puisque tu te crois adulte, vas-y. Mais ne vous attendez pas à ce que nous soyons là quand vous reviendrez en rampant. Après avoir jeté un dernier regard à la maison qu'il avait toujours considérée comme son foyer, Hendrik se retourna et descendit les marches, le cœur battant. L'air froid l'enveloppa tandis qu'il faisait son premier pas vers l'inconnu. Il ne se retourna pas. Alors qu'il avançait dans les rues de Brooklyn, sa poitrine était lourde, mais il refusait de pleurer. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Un début avec seulement $100 en poche et nulle part où dormir. Mais l'échec n'était pas envisageable. Les rues de Brooklyn étaient plus bruyantes la nuit. Les klaxons retentissaient au loin, les sirènes hurlaient, et les trottoirs étaient bondés de gens qui, comme Hendrik, n'avaient nulle part où aller. Les lampadaires clignotaient, projetant de longues ombres tandis qu'il marchait sans but, son souffle visible dans l'air glacial de la nuit. Il fourra ses mains dans la poche de son sweat à capuche, sentant le billet de $100 froissé à l'intérieur. Ce n'était pas grand-chose, pas assez pour le loyer, à peine assez pour la nourriture. Mais c'était tout ce qu'il avait. Réfléchit, Hendrik. Il pourrait aller chez un ami, mais qui l'accueillerait? La plupart de ses amis vivaient encore chez leurs parents. Certains travaillaient à temps partiel, mais personne n'était en mesure d'accueillir un artiste fauché, sans abri et sans projet. Son estomac gargouillait. Il n'avait presque rien mangé depuis le matin. Un traiteur était ouvert de l'autre côté de la rue, l'enseigne au néon bourdonnant au-dessus de l'entrée. Après un moment d'hésitation, il entra. Le caissier, un homme d'un certain âge aux cheveux grisonnants, le regarda d'un air soupçonneux. Hendrik lut un jugement silencieux dans ses yeux, un autre gamin désemparé, probablement sur le point de voler. Il prit la chose la moins chère qu'il put trouver, un petit paquet de chips et une bouteille d'eau. Lorsqu'il les posa sur le comptoir, l'homme grogna. Après cela,
Hendrik hocha la tête et sortit le billet de 100 $. Le caissier fronça les sourcils en le tenant à la lumière, vérifiant son authenticité avant de rendre la monnaie. Hendrik fourra l'argent dans sa poche et sortit, frissonnant sous le vent qui le frappait à nouveau. Où vais-je dormir ce soir? Cette pensée s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Il n'avait jamais connu une telle situation auparavant. Il avait toujours eu un lit douillet, un toit au-dessus de sa tête, une famille, même si elle n'avait jamais soutenu ses rêves. Mais maintenant, il était complètement seul. Il y avait un parc à quelques pâtés de maison. Ce n'était pas l'endroit le plus sûr, mais c'était mieux que de dormir sur le trottoir. Il s'entoura de ses bras et s'y rendit. À son arrivée, il trouva un banc vide près d'un lampadaire. Il hésita avant de s'asseoir, le métal froid perçant son jean. Un sans-abri était assis sur un autre banc, non loin de lui, enveloppé dans une vieille couverture, et fredonnait. Hendrik lui jeta un coup d'œil avant de détourner le regard. Suis-je devenu ça? Un enfant sans abri avec rien d'autre qu'un rêve. Il serra les poings. Non, il refusait que ce soit son histoire. Allongé sur le banc, il contemplait le ciel. Les étoiles étaient à peine visibles derrière les lumières de la ville, mais il savait qu'elles étaient là. Tout comme il savait que ses rêves étaient toujours vivants, même si personne n'y croyait. Demain, il trouverait une solution. Demain, il commencerait son voyage. Mais ce soir-là, il n'avait nulle part où aller. Hendrik fut réveillé par le hurlement des sirènes au loin et le brouhaha des joggeurs matinaux qui traversaient le parc. Son dos lui faisait mal à cause du froid du banc en métal, et ses doigts étaient engourdis par le froid automnal. L'espace d'un instant, il oublia où il était. Puis il réalisa, sans abri, seul, avec seulement 97 $ en poche. Il se redressa et se frotta le visage. Son estomac gargouillait, mais manger n'était pas sa priorité. Trouver un moyen de gagner de l'argent, oui. Alors qu'il se levait et étirait ses membres raides, son regard tomba sur le petit carnet de croquis qu'il avait glissé dans son sac à dos avant de quitter la maison. Ce n'était pas grand-chose, juste un bloc-notes bon marché avec quelques pages blanches. Mais c'était tout ce qu'il avait. Il faut que je fasse en sorte que ça marche. Déterminé, il se dirigea vers le centre-ville de Brooklyn. Les rues étaient déjà animées, les gens se précipitant au travail, un café à la main, un téléphone dans l'autre. Il trouva une place près d'un coin de rue animé, prit une grande inspiration et sortit son carnet de croquis. Au début, les gens le remarquaient à peine. Il passait devant lui sans même un regard. Mais il s'est mis à dessiner. Une jeune femme attendant le bus, un homme lisant un journal sur un banc, une petite fille tenant la main de sa mère, les yeux écarquillés d'émerveillement. Petit à petit, les gens ont commencé à s'arrêter. « Oh, c'est vraiment bien », a dit un adolescent en se penchant pour mieux voir. « Tu les vends ?» Hendrik hésita. « Vendre ?» Il n'avait pas réfléchi aussi loin. « Ouais », dit-il rapidement. 5 $ pour un croquis rapide, 10 pour un croquis détaillé. L'adolescent sourit et sortit un billet froissé. Je parie, tu peux dessiner ma fille. Il désigna une fille debout à quelques mètres, en train de faire défiler les images sur son téléphone. Hendrik hocha la tête et se mit au travail. Ses doigts se déplaçaient rapidement, capturant les traits délicats de la jeune fille d'un geste vif et assuré. 10 minutes plus tard, il lui remettait l'œuvre terminée. Et, c'est génial. L'adolescent lui a tendu un billet de 10 $. T'es vraiment talentueux, mec. La chaleur de son premier dollar gagné se répandit en lui comme un feu. C'était ça. C'était ainsi qu'il survivrait. Pendant les heures qui suivirent, il continua à dessiner. D'autres personnes s'arrêtèrent. Certains demandaient des portraits, d'autres des croquis de leurs célébrités préférées. À midi, il avait gagné 35 $. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. À mesure que le soleil montait, son énergie commençait à décliner. Il n'avait pas mangé depuis la veille, et la faim lui faisait trembler les mains. Avec 5 $,
il a acheté un sandwich et de l'eau à un stand de restauration rapide du coin avant de retourner à son emplacement. Au coucher du soleil, il avait gagné plus de 70 $. Hendrik était assis sur le trottoir, comptant son argent, le cœur battant. Je peux y arriver. Je peux survivre. Mais survivre ne suffisait pas. Il ne voulait pas seulement s'en sortir. Il voulait prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Et ce n'était que le début. Hendrik s'essuya le front en rangeant son carnet de croquis. La journée avait été longue, mais fructueuse. Il avait gagné un peu plus de 100 $ en dessinant des portraits. Ce n'était pas des millions, mais c'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné seul. En rangeant les billets dans sa poche, il réalisa quelque chose. Il commençait à manquer de papier. Il soupira en regardant autour de lui. Les fournitures d'art n'étaient pas bon marché. Et s'il dépensait trop, il reviendrait à la case départ. Il me faut un vrai plan. Déterminé, il décida d'aller faire un tour dans un magasin d'art du coin avant sa fermeture. La boutique, Gibson & Arène Supply, était un petit endroit chaleureux niché entre une laverie et une boulangerie. Dès son entrée, une odeur de papier, de peinture et de bois envahit ses sens. Il caressa les carnets de croquis sur les étagères, rêvant d'un modèle de haute qualité, mais ils étaient bien au-dessus de son budget. « Puis-je vous aider ?» Hendrik se retourna et vit un homme plus âgé derrière le comptoir. Il avait la peau brune, des dreadlocks grisonnantes et un regard bienveillant qui l'observait avec curiosité. Son badge indiquait « Monsieur Gibson ». « J'ai besoin d'un carnet de croquis », admit Hendrik en sortant quelques billets froissés. Quelque chose d'abordable. Monsieur Gibson jeta un coup d'œil à l'argent dans sa main, puis au visage fatigué d'Hendrik. « Tu es un artiste ?» Hendrik hocha la tête, essayant de l'être. Le vieil homme haussa un sourcil. « Tu essaies, hein? Quel genre d'art fais-tu? » Des portraits, surtout, dit Hendrik. Mais je veux faire plus. De grandes pièces. Des peintures. Des fresques, peut-être. Monsieur Gibson l'observa un long moment avant de quitter le comptoir. Viens avec moi. Hendrik suivit le vieil homme qui le conduisit au fond du magasin, où une grande toile était adossée au mur. C'était une peinture à moitié terminée représentant un coin de rue de Brooklyn, vibrante de couleurs et de vie. « Avez-vous déjà travaillé avec de la peinture ?» demanda Gibson. Hendrik hésitait. Un peu. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre vraiment. Gibson hocha lentement la tête, puis lui tendit un petit carnet de croquis. Prends ça. Hendrik le regarda. Ouais. Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas dit de payer, dit Gibson. J'ai dit, accepte-le. Considère ça comme un investissement. Mais si tu prends l'art au sérieux, j'espère te revoir ici. Montre-moi ce que tu sais faire, et peut-être que je t'apprendrai une chose ou deux. Le cœur d'Hendrik battait fort. Était-ce réel? Merci, dit-il en serrant fermement son carnet de croquis. Monsieur Gibson lui fit signe de partir. Ne me remercie pas encore, mon garçon. Montre-moi que tu as quelque chose qui vaut la peine d'être investi. Hendrik quitta le magasin avec une énergie nouvelle. C'était bien plus qu'un simple carnet de croquis gratuit. C'était sa première véritable opportunité. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il était en route vers quelque chose de plus grand. Hendrik était assis au bord de son banc, feuilletant les pages blanches et nettes du carnet de croquis que Monsieur Gibson lui avait offert. C'était le plus beau qu'il ait jamais possédé. Des pages plus épaisses, une texture lisse. C'était comme un défi, comme si l'univers lui demandait « Es-tu prêt pour ça ?» Il serra son crayon plus fort. « Oui, oui, je le suis. » Cette nuit-là, sous la faible lueur d'un lampadaire, il dessinait comme si sa vie en dépendait. Il dessinait tout ce qu'il voyait, un vieil homme fumant près d'un arrêt de bus, un chat errant s'étirant paresseusement sous une voiture, un couple marchant main dans la main. Mais il ne se contentait pas d'esquisser des visages.
Il capturait les histoires qui se cachaient derrière eux, la solitude dans le regard du vieil homme, la faim dans la posture du chat, la chaleur entre les deux. Au lever du soleil, ses doigts étaient crispés, son corps douloureux, mais son cœur était plein. Il était temps de retourner voir Monsieur Gibson. La petite cloche au-dessus de la porte sonna lorsqu'Hendrik entra. Monsieur Gibson était derrière le comptoir, en train de compter les stocks. Il leva les yeux et haussa un sourcil. Déjà de retour? Hendrik hocha la tête et glissa le carnet sur le comptoir. Gibson s'essuya les mains avec un chiffon avant de feuilleter les pages. Son expression restait indéchiffrable tandis qu'il étudiait attentivement chaque croquis, ses doigts traçant les lignes, analysant les détails. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis il émit un sifflement sourd. « Tu as fait tout ça en une nuit ?» Hendrik hocha la tête. Gibson ferma le livre et se pencha. « Tu as quelque chose, gamin, quelque chose de réel. Mais le talent brut ne suffit pas. Il faut du raffinement, de la technique et, surtout, des opportunités. » Le cœur d'Hendrik battait fort. « Je suis prêt à apprendre. » Un sourire illumina lentement le visage de Gibson. « Tant mieux, j'ai une proposition à te faire. » Il se dirigea vers un débarras et revint avec une toile, des pinceaux et un ensemble de peintures acryliques. « Je te laisse travailler ici, dans l'atelier. Tu peins, tu dessines, tu apprends. En échange, tu donnes un coup de main au magasin, tu remplis les rayons, tu fais le ménage, tu fais les courses. Marché conclu ? Hendrik n'a même pas hésité. Marché conclu. Gibson tendit une main calleuse et Hendrik la serra. À cet instant, il comprit que c'était le début de quelque chose de concret. Il ne se contentait plus de lutter pour survivre. Il devenait un artiste. Hendrik arriva au magasin d'art et de fourniture Gibson tôt le lendemain matin, déterminé à faire ses preuves. Le magasin était encore fermé, mais le vieil homme était déjà à l'intérieur, sirotant un café et préparant les fournitures. « Tu es à l'heure » dit Gibson en lui ouvrant la porte. « Je suis prêt à travailler » répondit Hendrik. « Bien. Commence par balayer les sols. Ensuite, on verra si tu es prêt à peindre. » Hendrik n'a pas protesté. Il attrapa le balai et se mit au travail, balayant chaque recoin de la petite boutique. Il essuya les étagères, rangea les tubes de peinture par couleur et épousseta les toiles. Lorsqu'il eut terminé, ses bras lui faisaient mal, mais il s'en fichait. Gibson hocha la tête en signe d'approbation. « D'accord, mon gars, voyons ce que tu sais faire avec un pinceau. » Il conduisit Hendrik vers un grand chevalet en bois au fond de la boutique, où il installa une toile vierge. Puis il lui tendit un ensemble de pinceaux et une palette contenant quelques couleurs de base, rouge, bleu, jaune, noir et blanc. « Pas de croquis cette fois, » dit Gibson. « Juste de la peinture. » Hendrik hésita. Il n'avait jamais peint sans avoir d'abord fait un croquis. L'idée de travailler directement avec la couleur lui retournait l'estomac, mais il n'avait pas le choix. Il trempa son pinceau dans la peinture et fit son premier coup de pinceau. Au début, ses mouvements étaient hésitants, incertains. Les couleurs se mélangeaient maladroitement. Le pinceau lui semblait étrange dans les mains. Mais à mesure qu'il avançait, quelque chose en lui changea. Il cessa de penser. Il ressentait, tout simplement. Le pinceau glissait sur la toile comme s'il avait une volonté propre, les couleurs se mélangeant pour former des formes, des ombres, de la lumière. Il perdait la notion du temps, se perdait dans le rythme de la peinture. Lorsqu'il recula enfin, ses mains étaient couvertes de peinture, ses vêtements tachés et son cœur battait la chamade. Ce n'était pas parfait, mais c'était vivant. Gibson étudia longuement le tableau. Puis il laissa échapper un rire profond. « Pas mal, gamin, dit-il. Pas mal du tout. » Hendrik expira, submergé par le soulagement. « Tu vas avoir besoin de beaucoup plus d'entraînement, » continua Gibson. « Mais je vois la flamme, la passion. Si tu continues, tu deviendras peut-être un grand joueur un jour. » Hendrik serra les poings.
Je ne veux pas devenir grand un jour. Je veux devenir grand maintenant, répondit Gibson avec un sourire narquois. Alors tu ferais mieux de te mettre à peindre tous les jours. Et c'est ce qu'il fit. Chaque matin, Hendrik nettoyait l'atelier. Chaque après-midi, il peignait. Il expérimentait différents styles, étudiait les techniques grâce aux livres que Gibson lui prêtait et s'entraînait jusqu'à en avoir mal aux mains. La nuit, il continuait à errer dans les rues, dessinant des portraits pour gagner de l'argent. Il dormait à peine. Il mangeait à peine. Mais il s'en fichait. Il n'était plus seulement un garçon avec un rêve. C'était un artiste en devenir. Hendrik avait trouvé son rythme, nettoyer l'atelier le matin, peindre l'après-midi, se démener pour gagner de l'argent le soir. Les jours se transformaient en semaines, et chaque jour qui passait, sa confiance grandissait. Ses coups de pinceau devenaient plus audacieux, ses couleurs plus riches. Monsieur Gibson avait cessé de regarder par-dessus son épaule, se contentant d'acquiescer en signe d'approbation en voyant Hendrik absorbé par son travail. Mais le succès n'arrive jamais sans effort. Un après-midi, alors qu'il installait une toile, un homme grand et bien habillé, vêtu d'un costume bleu marine, entra dans l'atelier. Il avait des traits anguleux, un regard froid et un air important. Il se tenait comme quelqu'un qui n'avait pas le temps pour les bêtises. Gibson leva les yeux du comptoir. « Ah, monsieur Langston, dit-il d'une voix rauque. Hendrik se figea. Langston, il avait déjà entendu ce nom. Martin Langston était l'un des plus grands critiques d'art de New York. À peine eut-il jeté un coup d'œil à Gibson que son regard se posa sur le dernier tableau de Hendrik, une œuvre saisissante représentant une mère tenant son enfant dans ses bras, leur visage partiellement obscurci par l'ombre. Langston prit un long moment pour examiner l'œuvre d'un œil critique. Puis il ricana. Amateur, l'estomac d'Hendrik se noua. Langston se tourna vers Gibson. « Je pensais que tu avais le sens du talent. C'est du travail de rue. Aucune technique, aucune profondeur. » Hendrik serra les poings, mais avant qu'il puisse répondre, Gibson prit la parole. « L'art n'est pas seulement une question de technique, dit Gibson d'un ton calme mais ferme. C'est une question de sentiment, de passion, sourit Langston. La passion est vaine sans raffinement. Si ce gamin croit pouvoir percer dans le monde de l'art avec des gribouillis comme cela, il va avoir une mauvaise surprise. Il tourna les talons et sortit, laissant la boutique en silence. Hendrik fixait son tableau, le cœur battant. Amateur, sans technique, sans profondeur. Les mots le transperçaient comme des couteaux. Monsieur Gibson posa une main sur son épaule. Ne l'écoute pas, gamin. Langston ne voit l'art qu'à travers un prisme froid et technique. Il ne voit pas le cœur. Hendrik déglutit difficilement. Et s'il avait raison? Gibson soupira. La critique fait partie du jeu. Soit on la laisse nous briser, soit on s'en sert pour se dépasser. Hendrik ne répondit pas. Il fixa simplement la toile, sentant l'amertume lui monter à la poitrine. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à peindre, le doute s'insinua. Était-il vraiment assez bon? Ses parents avaient-ils raison depuis le début? Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, il ne prit pas de pinceau. Les jours qui suivirent furent plus pénibles que d'habitude. Hendrik continuait à venir au magasin, à balayer les sols, à aider les clients. Mais au moment de peindre, il hésitait. Les mots de Martin Langston résonnaient dans sa tête. Amateurisme, manque de technique, manque de profondeur. Chaque fois qu'il prenait un pinceau, le doute le rongeait. Ses traits semblaient maladroits, ses couleurs ternes. Des peintures autrefois si riches de sens ne semblaient plus que de simples taches enfantines sur une toile. Monsieur Gibson le remarqua. « Tu n'as pas peint depuis des jours, dit-il un soir en fermant la boutique. Hendrik haussa les épaules. « J'ai peut-être besoin d'une pause. » Gibson s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Ou peut-être que l'opinion d'un homme décide de votre valeur. » Hendrik ne répondit pas. Gibson soupira.
Tu crois que Langston a commencé comme critique? C'était d'abord un artiste raté. Incapable d'être rejeté, il s'est mis à juger les autres. Les yeux d'Hendrick se levèrent brusquement. Langston est le genre de gars qui essaie d'étouffer les talents avant qu'ils ne brillent, poursuivit Gibson. La vraie question est, vas-tu le laisser t'étouffer? Hendrick voulut protester, mais au fond, il savait que Gibson avait raison. Pourtant, le doute persistait. Cette nuit-là, Hendrick errait dans les rues de la ville. L'air était chargé d'une odeur de pluie sur l'asphalte. Les néons se reflétaient sur les flaques d'eau, dessinant d'étranges formes sur le trottoir. Il passa devant la vitrine d'un restaurant où une famille riait en dînant. Un père, une mère, leur fils adolescent. Et si telle avait été sa vie? S'il avait simplement suivi les souhaits de ses parents, il serait aujourd'hui en faculté de médecine, avec un avenir qu'ils approuvaient. Il s'arrêta devant une galerie et contempla les œuvres exposées dans la vitrine. Chaque pièce semblait impeccable, techniquement parfaite, soignée, intouchable. Il imagina Langston les féliciter tout en se moquant de son propre travail. Pour la première fois depuis son départ de chez lui, il se sentit comme un raté. Ses poings se serrèrent. Peut-être avait-il eu tort de croire qu'il y arriverait. Peut-être que ses parents avaient raison depuis le début. Alors qu'il se retournait pour partir, une voix l'appela derrière lui. « Eh, mec, tu es bon ?» Hendrick se retourna et vit un musicien de rue, un jeune homme noir aux dreadlocks, assis sur un tabouret, grattant une guitare déglinguée. Son étui ouvert contenait quelques billets et pièces froissées. « On dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules, » dit le musicien. Hendrick soupira, passant une main dans ses courtes boucles. Le musicien, se demandant tout, rit. « Oui, je connais ce sentiment. Tous les artistes y parviennent à un moment ou à un autre. » Hendrick fronça les sourcils. « Comment faire pour continuer ?» Le musicien pinça quelques notes, puis dit, « Je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Je ne joue pas ici pour la gloire ou la fortune. Je joue parce que je le dois, parce que la musique est dans mon âme, et si je ne la laisse pas sortir, je vais suffoquer. » Il grattait une mélodie lente et envoûtante, ses doigts se déplaçant sans effort sur les cordes. « On ne court pas après l'art, » poursuivit-il. « On le vit, on le respire, et si un imbécile ne le comprend pas, ce n'est pas son problème. » Hendrick le fixa du regard, quelque chose en lui s'agitant. La peinture n'avait-elle pas toujours été son moyen de respirer, de survivre? N'avait-il pas peint malgré la faim, le rejet, la solitude? L'art n'avait-il pas été la seule chose qui lui ait jamais semblé juste? Il serrait son carnet de croquis plus fort. Il n'avait pas besoin de l'approbation de Langston. Il n'avait besoin de l'approbation de personne. Il avait juste besoin de peindre. À l'aube, Hendrick retourna précipitamment à la boutique, le cœur battant. Il ouvrit son carnet de croquis, attrapa ses pinceaux et commença à peindre. Il a peint son combat, sa douleur, sa faim. Il a peint la solitude du sommeil sur les bancs du parc, la douleur du rejet, la douleur des derniers mots de son père. Il a peint sa vérité. Les couleurs se fondaient les unes dans les autres, brutes et brutes. Les traits étaient bruts, mais l'émotion était réelle. Elle était vivante. Lorsqu'il recula enfin, en sueur et épuisé, M. Gibson l'observait. Un sourire lent et fier se dessina sur le visage du vieil homme. « Ça, » dit Gibson, hochait la tête en direction du tableau, « c'est un chef-d'œuvre. » Hendrick laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Il était de retour. Et cette fois, rien ne l'arrêterait. Pendant des semaines, Hendrick a investi toute son âme dans son œuvre. Il a peint toutes les émotions qu'il avait refoulées pendant des années, sa douleur, son rejet, sa soif de réussite. Ses toiles étaient brutes, sans filtre et profondément personnelles. Monsieur Gibson, qui avait vu d'innombrables artistes évoluer, savait reconnaître le talent. « Il est temps, mon garçon, » dit-il un soir en s'essuyant les mains sur un chiffon. Hendrick leva les yeux de son dernier tableau. « L'heure de quoi ?»
Gibson sourit. Il est temps que le monde voie ce dont tu es capable. Le vieil homme avait un contact, un vieil ami qui tenait une petite galerie réputée en ville. Ce n'était pas un lieu prestigieux, mais c'était un premier pas dans le monde de l'art, et c'était tout ce dont Hendrik avait besoin. Une semaine plus tard, il recevait un email. Objet, invitation à l'exposition, Hendrik Matthews. Monsieur Matthews, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre œuvre a été sélectionnée pour être exposée à la prochaine exposition de la Madison Art Gallery, New Voices in Art. Cette exposition met en lumière les talents émergents et nous sommes convaincus que votre travail y apportera une contribution précieuse. L'exposition aura lieu le 15 mars à 19 h. Nous vous encourageons à y assister et à rencontrer des acheteurs et des critiques potentiels. Au plaisir de vous y voir. Cordialement, Hélène Carter, conservatrice, Madison Art Gallery. Hendrik fixait le courriel, le cœur battant. Ça y était. Le soir de l'exposition arriva et, pour la première fois de sa vie, Hendrik se retrouva dans une salle remplie de riches collectionneurs d'art, de critiques et d'autres artistes. La galerie était élégante et moderne, ses murs blancs ornés de tableaux époustouflants. Une musique douce jouait en fond sonore, et l'air embaumait les parfums et le vin de luxe. Les mains d'Hendrik tremblaient tandis qu'il regardait les gens passer d'un tableau à l'autre. Ces tableaux. Qui est cet artiste? Demanda une femme en robe rouge, les yeux fixés sur l'une de ses œuvres, le portrait d'un jeune garçon regardant par une fenêtre éclaboussée par la pluie. Hendrik Matthews, le commissaire d'exposition, répondit, un talent prometteur. La femme pencha la tête, intriguée. Il y a quelque chose de vrai dans cette œuvre. De l'autre côté de la pièce, un homme en costume bleu marine s'approcha d'un autre tableau d'Hendrik, un autoportrait illustrant son parcours, du rejet à la résilience. L'homme l'observa longuement, puis se tourna vers Hélène Carter. Combien? Hendrik haleta. 15 000 $, dit Hélène d'une voix douce. L'homme sortit son chéquier sans hésiter. Hendrik S. World S. Fun, 15 000 $ pour un tableau, sa première vente. Ce soir-là, il vendit 4 autres tableaux. À la fin de l'exposition, Hendrik Matthews n'était plus seulement un artiste en difficulté. C'était un nom reconnu. Des collectionneurs lui ont demandé des commandes. Des journalistes lui ont demandé des interviews. Hélène Carter l'a invité à présenter davantage de ses œuvres lors de futures expositions. Le monde de l'art lui avait ouvert ses portes, mais face à ce succès, Hendrik n'avait qu'une pensée en tête, si seulement ses parents pouvaient le voir maintenant. Le nom d'Hendrik se répandit comme une traînée de poudre. Le succès de l'exposition lui a ouvert de nouvelles perspectives. Des galeristes l'ont contacté. Des collectionneurs lui ont confié des commandes importantes et des journalistes ont souhaité l'interviewer. Pour la première fois de sa vie, il gagnait vraiment de l'argent, non seulement en survivant, mais en prospérant. À chaque nouvelle vente, son compte en banque grossissait. 50 000 $, 100 000 $, 500 000 $. Sans même s'en rendre compte, il n'était plus un simple artiste en difficulté. Il était millionnaire. Fini l'époque où l'on dormait sur les bancs des parquets où l'on rationnait la nourriture. Hendrik emménagea dans un luxueux penthouse surplombant la ville. Il y trouva des baies vitrées, un atelier d'art personnel et une vue imprenable sur les gratte-ciel. Il renouvela sa garde-robe, costume sur mesure, chaussures de créateur et montres plus chères que ce que son père lui avait offert à son départ. Ses œuvres se vendaient désormais des centaines de milliers de dollars. Certaines de ses œuvres les plus convoitées avaient même franchi le cap du million de dollars. Il avait réussi. Et pourtant, une part de lui portait encore de vieilles blessures. Un soir, alors qu'il se détendait dans son appartement, son assistante, Naomi, s'approcha de lui. « Il y a quelqu'un pour vous en ligne, » dit-elle, hésitante. Ils refusèrent de donner leur nom, mais dirent que c'était urgent. Hendrik fronça les sourcils et les passa. Une voix familière emplit la pièce. Hendrik, la poitrine serrée, sa mère. Il n'avait pas entendu sa voix depuis des années. Elle hésita, puis murmura, « Ça fait si longtemps, mon fils. »
Hendrik resta silencieuse. Nous, ton père et moi, avons vu ton travail, poursuivit-elle. Lors d'une exposition. Nous n'avions aucune idée du chemin parcouru. La voix de son père l'interrompit, rauque et incertaine. Nous avions tort. Hendrik laissa échapper un long soupir. Tu m'as renié, dit-il d'une voix calme mais ferme. Tu m'as jeté par la fenêtre pour $100 et tu m'as dit que je n'y arriverais jamais. Son père soupira. Nous ne comprenions pas. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux. La voix de sa mère se brisa. Nous sommes si fiers de toi maintenant, Hendrik. S'il te plaît, reviens à la maison. Hendrik ferma les yeux. Une version plus jeune de lui-même aurait sauté sur l'occasion d'entendre ces mots. Mais il n'était plus ce garçon. Son succès ne lui avait pas été donné. Il l'avait gagné au prix de la douleur, du sacrifice et de la détermination. Il avait déjà trouvé sa place, et ce n'était pas avec eux. Je vous ai pardonné à tous les deux il y a longtemps, dit finalement Hendrik. Mais je ne reviendrai jamais. Silence. Son père s'éclaircit la gorge comme s'il luttait pour répondre. Sa mère renifla doucement. J'espère que vous allez bien tous les deux, ajouta Hendrik. Mais j'ai ma propre vie maintenant. Au revoir. Et sur ce, il a mis fin à l'appel. Un profond soupir quitta son corps. Pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement libre. Hendrik était assis dans son appartement, contemplant la ville. L'appel avec ses parents avait réveillé des émotions qu'il pensait avoir enfouies. Mais au lieu d'éprouver des regrets, il ressentait la paix. Il avait bâti son empire sans eux. Et maintenant, il était temps de décider de la suite. Le succès lui avait apporté la richesse, mais Hendrik savait que le véritable épanouissement résidait dans l'impact. Il se souvenait des jours passés à dormir sur des bancs, à lutter pour s'acheter de la peinture, rejeté par ceux-là même qui le louaient désormais. Il y avait des milliers de jeunes artistes comme lui, talentueux, mais sans soutien. Il a donc fondé la Hendrik Matthews Art Foundation. Sa mission ? Offrir des bourses, du matériel artistique et des opportunités d'exposition aux jeunes artistes noirs à qui on avait dit que l'art n'était pas une véritable carrière. Le premier événement de la fondation fut un programme de mentorat artistique destiné aux enfants défavorisés. Hendrik lui-même s'y est rendu et est entré dans le centre communautaire, vêtu d'un élégant pull noir et d'un pantalon simple. À son entrée, un groupe d'enfants a levé les yeux écarquillés. « C'est lui », murmura une petite fille. Hendrik s'agenouilla à côté d'elle. « Ouais, c'est moi. » Il sourit. « Tu aimes dessiner ?» Elle hocha timidement la tête, serrant un carnet de croquis contre sa poitrine. « Montre-moi quelque chose. » Avec hésitation, elle ouvrit le livre. Les dessins à l'intérieur étaient bruts, mais pleins d'émotion. Il pouvait y voir le talent brut, la même passion qu'il avait à son âge. « C'est incroyable, » dit-il en feuilletant les pages. Son visage s'illumina. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « Vraiment ?» Puis, fouillant dans son sac, il en sortit un carnet de croquis professionnels et un ensemble de crayons de haute qualité. « C'est pour toi, dit-il. » Elle haleta. « Pour moi. » Il sourit. « Oui, continue à dessiner. Ne jamais s'arrêter. » C'est à ce moment-là qu'Hendrik a compris quelque chose. C'était là son véritable objectif. Oui, il était millionnaire. Oui, il était un artiste de renommée mondiale. Mais plus que cela, il était le symbole de ce qui était possible. Et il veillerait à ce qu'aucun autre jeune artiste n'ait à affronter les mêmes difficultés que lui. Un mois après le lancement de la fondation, l'assistante d'Hendrik, Naomi, s'approcha de lui avec une expression indéchiffrable. « Il y a quelqu'un qui t'attend dans le hall, » dit-elle. Hendrik haussa un sourcil. « Qui ?» Elle hésita. « Tes parents. » Il se figea. Il avait cru que leur dernier appel marquait la fin de leur histoire. Et pourtant, ils étaient là.
Hendrik prit une grande inspiration avant d'entrer dans le hall. Sa mère et son père se tenaient là, plus petits que dans ses souvenirs. Les yeux de sa mère brillaient de larmes retenues. « Hendrik, murmura-t-elle. » Son père s'éclaircit la gorge. « Fils », il croisa les bras, l'air indéchiffrable. « Pourquoi es-tu ici ?» Son père se tortilla, mal à l'aise. « Nous avons vu les fondations que tu as posées. » Sa mère intervint, la voix brisée. « Vous aidez tant de jeunes. Nous voulions juste vous dire que nous sommes fiers de vous. » Hendrik scruta leur visage. Pour une fois, il n'y avait ni fierté, ni arrogance, juste un regret brut et vulnérable. Des années auparavant, il avait aspiré à leur approbation. Mais, devant eux, il réalisa quelque chose. Il n'en avait plus besoin. Il avait déjà trouvé sa valeur. Il avait déjà trouvé sa place. Et ce n'était pas avec eux. « J'apprécie, » dit-il finalement. « Mais ma vie a repris son cours depuis longtemps. » Son père inspira brusquement. Sa mère s'essuya les yeux. « Nous savons, » murmura-t-elle. « Nous voulions juste vous le dire en personne. » Un long silence s'installa entre eux. Puis, après un dernier hochement de tête, Hendrik se retourna et s'éloigna. En rentrant dans son bureau, une chaleur se répandit dans sa poitrine. Non pas par vengeance, ni par amertume, mais par liberté. Il avait tourné la page de son passé. Il était temps de se tourner vers l'avenir. Et le monde commençait à peine à entrevoir ce dont Hendrik Matthews était capable. Des années s'étaient écoulées depuis qu'Hendrik avait quitté ses parents pour la dernière fois. Son nom était devenu légendaire dans le monde de l'art. Des galeries du monde entier recherchaient ses œuvres. Des collectionneurs payaient des millions pour une seule pièce. Sa fondation avait changé la vie d'innombrables jeunes artistes. Pourtant, malgré son succès, Hendrik avait toujours senti qu'il lui manquait quelque chose. Il avait peint des chefs-d'œuvre exposés dans les musées les plus prestigieux. Il avait encadré des centaines d'artistes en herbe. Il avait parlé de son parcours sur des scènes internationales. Mais il n'avait jamais créé d'œuvre racontant véritablement son histoire. Il décida donc de peindre un dernier chef-d'œuvre. Ni pour l'argent, ni pour la gloire, mais pour lui-même. Pendant des mois, Hendrik s'enferma dans son atelier privé, déversant son âme sur la toile. Le tableau représentait un jeune garçon debout sous la pluie, tenant un billet de $100 froissé. Son visage exprimait la douleur et l'incertitude. Mais devant lui, une longue route s'étendait à perte de vue, rayonnante de possibilités. Autour du garçon, des ombres se profilaient, des silhouettes symbolisant le doute, le rejet et l'abandon. Pourtant, au loin, au-delà de l'obscurité, se tenait un homme fort, confiant et accompli. Son futur lui-même. Le garçon et l'homme étaient reliés par un seul coup de pinceau, une ligne dorée et audacieuse symbolisant la résilience, la foi et le cheminement vers l'avenir. Lorsqu'Hendrik prit du recul et regarda son œuvre, sa poitrine se serra. C'était son dernier chef-d'œuvre. Il décida de dévoiler le tableau lors de la plus grande exposition d'art de sa carrière. Collectionneurs, critiques et célébrités envahirent la galerie, impatients de découvrir sa nouvelle création. Lorsque le rideau tomba, un silence s'abattit sur la foule. Puis, des halètements, des murmures, des larmes. Même les amateurs d'art les plus fortunés et les plus aguerris restèrent bouche bée. Car c'était bien plus qu'un simple tableau. C'était une vie, un combat, un triomphe. Alors qu'Hendrik se tenait à côté de son chef-d'œuvre, quelqu'un s'avança dans la foule. Un jeune artiste, les yeux écarquillés d'admiration. « Je veux être comme toi », murmura-t-il. Hendrik sourit et posa une main sur l'épaule du garçon. « Ne sois pas comme moi », dit-il doucement. « Sois meilleur. » Ce soir-là, Hendrik ne vendit pas le tableau aux enchères. Il ne le vendit pas pour des millions. Il en fit don au Musée national d'art afro-américain, assurant ainsi la pérennité de son histoire bien après sa disparition. Pas seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que preuve que les rêves n'étaient jamais futiles. Que le talent n'était jamais inutile.
Cette passion, alimentée par la persévérance, pouvait changer